Bonjour à tous, dans cette vidéo on va apprendre à dresser le tableau de variation de la fonction inverse et puis on va aussi donner la preuve de ces variations de cette fameuse fonction inverse. Donc voilà l'expression f de x égale 1 sur x. Alors déjà on peut s'intéresser au domaine de définition de cette fonction, la fonction inverse. On voit qu'il y a un dénominateur, une barre de fraction, on se dit ok, il ne faut pas que je divise par 0. Alors, ça veut dire qu'il faut que je recherche toutes les valeurs interdites, les valeurs de x qui me feraient diviser par 0. Ici, je vois qu'au dénominateur, j'ai x, donc en fait, la seule valeur qui me ferait diviser par 0, eh bien c'est x égale 0. Alors, c'est la seule valeur interdite de cette fonction. Quel est son domaine de définition? df égale r, tous les nombres réels, privé de 0. Donc on peut aussi écrire r étoile, signifie r sauf 0. Ou alors, moins l'infini, 0, ouvert, union, 0, ouvert, plus l'infini. Ça, c'est un peu long à écrire. Alors, quand on demande le tracé de la courbe de la fonction inverse à une calculatrice, ou bien si on veut s'amuser à construire la courbe point par point à la main en prenant un certain nombre de points, eh bien on s'aperçoit que cette courbe de la fonction inverse, elle a une tête un petit peu bizarre. Elle ressemble à ça. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, elle est un peu coupée en deux. Il y a une partie de la courbe, c'est-à-dire sur l'intervalle moins l'infini 0, sur laquelle on a l'impression de voir une courbe comme ça qui descend, et puis qui est quand même très proche de l'axe des abscisses ici, et puis qui devient très proche de l'axe des ordonnées quand je fais tendre x vers 0. Et puis de l'autre côté du 0, de l'autre côté de l'axe des ordonnées, eh bien c'est un peu la même chose, mais à l'envers. On s'aperçoit qu'il y a une certaine symétrie dans cette courbe-là. Et puis on constate que pour x égale 0, en effet il n'y a pas d'image, et puis ça tombe bien parce qu'on ne voit pas de point. On se dit, ouf, ok, d'accord. En 0, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de point de la courbe. Alors, on peut déjà faire une conjecture sur le sens de variation de cette fonction. Et on va rapidement comprendre qu'il va falloir qu'on coupe en deux notre intervalle grand R privé de 0, en deux sous-parties, en deux petits intervalles, qui sont l'intervalle moins l'infini 0, sur lequel la fonction semble décroissante, et puis l'intervalle 0 plus l'infini, sur lequel la fonction semble elle aussi décroissante sur cet intervalle. Mais bon, entre les deux, il se passe un truc bizarre, c'est-à-dire un espèce de saut, comme ça, gigantesque, où on était tout en bas, puis on repart de tout en haut. Okay. Mais notre première conjecture pour le tableau de variation, c'est, donc on a dit, valeur interdite en 0, donc double barre, et puis flèche qui descend, fonction strictement décroissante, flèche qui descend, fonction strictement décroissante. Et puis là, on n'a pas de valeur à mettre, parce que 0 n'a pas d'image, et puis en moins l'infini, en plus l'infini, il n'y a pas de calcul d'image possible. Alors voici notre conjecture. Eh bien, on va prouver ceci. Alors pour prouver ceci, on va utiliser encore une fois la définition de la stricte croissance ou de la stricte décroissance d'une fonction. Et puis on va utiliser quand même notre petite conjecture. Et puis on va aussi comprendre qu'il va falloir couper en deux notre intervalle. Et donc se placer, on va dire dans un premier temps, sur l'intervalle. Allez, commençons par la droite, c'est-à-dire l'intervalle 0 plus l'infini, 0 ouvert, bien sûr. Ouvert parce que, encore une fois, 0 n'est pas dans le domaine de définition de la fonction. Alors, rappelez-vous, quand on veut prouver qu'une fonction est strictement décroissante, eh bien, on part de deux nombres réels, de deux abscisses, de deux antécédents différents, et rangés dans un certain ordre. On va les appeler ces deux nombres-là x1 et x2, comme on l'avait fait pour la fonction carrée, pour les fonctions affines aussi. Donc on va les classer, les ranger dans cet ordre-là. On va dire, tiens, je vais prendre un x1 et un x2 qui sont deux nombres réels rangés dans cet ordre. Et puis comme je suis sur 0 plus l'infini, je vais pouvoir préciser encore plus les choses en mettant ce petit 0 ici à gauche. Ça veut dire qu'en fait, j'ai choisi mon x1 et mon x2 comme étant deux réels strictement positifs et qui soient tels que x1 est strictement plus petit que x2. Et puis le but du jeu, rappelez-vous, le but du jeu, si je veux réussir à prouver que la fonction elle est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, c'est qu'à la fin je dois avoir f de x1 et f de x2 et qu'ils doivent être rangés dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens contraire, ce qui prouverait que la fonction est strictement décroissante sur 0 plus l'infini, puisqu'en partant de deux réels rangés dans cet ordre-là, à la fin, leurs images sont rangées dans le sens contraire. Donc ça, c'est mon objectif. C'est mon objectif, mais malheureusement, je ne le sais pas encore, il faut que je le prouve. Alors pour le prouver,
Eh bien, on va faire quelque chose qui est très utile en mathématiques quand on veut comparer deux nombres, c'est qu'on va travailler sur leur différence. Et les deux nombres qu'on a envie de comparer ici, en fait, c'est f de x1 et f de x2. Donc nous, on va essayer de travailler sur la différence entre f de x1 et f de x2. Et on aimerait bien réussir à prouver que c'est positif. Et on ne le sait pas encore. Parce que si j'arrive à prouver que cette différence f de x1 moins f de x2 est positive, eh bien en passant moins f de x2 de l'autre côté, ça me prouverait bien que f de x1 est strictement plus grand que f de x2. Donc voilà en fait mon véritable objectif. C'est en partant de ça, essayer de prouver ça. Ok? Alors, essayer de prouver ça, oui, mais c'est quoi ici f de x1 et f de x2? Ben, en fait, ce sont les images respectives de x1 et x2 par la fonction inverse, c'est-à-dire 1 sur x1 moins 1 sur x2. Voilà, il va falloir que je réussisse à prouver que 1 sur x1 moins 1 sur x2, c'est quelque chose qui est toujours strictement positif quand je pars de cet encadrement-là. Alors comment je peux passer de là à là? Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer cette différence-là. Je vais la calculer. 1 sur x1 moins 1 sur x2. Je vais essayer de mettre cette expression sous une belle forme pour pouvoir étudier son signe. Et si je réussis à étudier son signe, eh bien, j'aurai un joli tableau de signes dans lequel je pourrai aller constater peut-être que, en fait, ceci est toujours strictement positif. Alors essayons de le faire. Calculons 1 sur x1 moins 1 sur x2. On y va. 1 sur x1 moins 1 sur x2. Alors, comment étudier le signe d'un truc pareil? C'est tout ça, là. Okay. Le signe d'une chose pareille, comme j'ai ici deux fractions, deux écritures fractionnaires, deux quotients, il va falloir bien sûr que je les mette sous le même dénominateur. Et pour les mettre sous le même dénominateur, là comme j'ai deux dénominateurs différents, je multiplie cette fraction par x2 en bas, donc je le fais en haut aussi, et celle-là par x1 en bas, et donc je le fais en haut aussi. Pourquoi je fais tout ça? Eh bien parce que comme ça va me permettre d'avoir deux fractions qui auront le même dénominateur, et donc je pourrai finalement écrire une seule grande barre de fraction et avoir un joli quotient écrit de manière unique, un seul dénominateur. Grande barre de fraction, x1, x2, c'est mon dénominateur commun. En haut, j'aurai x2 moins 1 fois x1, x1. Voilà mon expression 1 sur x1 moins 1 sur x2. Elle s'écrit en fait x2 moins x1 divisé par x1, x2. Alors vous allez me dire, mais ça c'est compliqué. C'est en fait un peu plus lourd comme expression que juste 1 sur x1 moins 1 sur x2. Oui, mais quel est mon objectif? Mon objectif, c'est d'étudier le signe de cette chose-là. Et vous le savez, quand on veut étudier des signes, il faut avoir l'expression la plus factorisée possible, ou bien une expression qui est mise sous le même dénominateur. Et ça tombe bien, j'ai une jolie expression quotient avec une seule barre de fraction. Donc, tout ceci, c'est parfait pour une étude de signes. Regardons séparément le numérateur et le dénominateur. Que pensez-vous de cette chose-là? x1 fois x2. Rappelons-nous qu'on est parti quand même de ceci. x1 est positif, on est d'accord. x2, il est encore plus grand que x1 qui lui-même était positif. x2 est positif lui aussi, donc le produit des deux est un nombre strictement positif. Et en haut maintenant, x2 moins x1, qu'est-ce que vous en pensez, x2 moins x1? x2 moins x1, regardez bien ici, x2 est plus grand que x1. Donc x2 moins x1, c'est de quel signe? C'est positif, bien sûr. Si je veux m'en assurer, je fais passer le x1 de l'autre côté par l'opération moins x1, et donc en faisant l'opération moins x1, ici des deux côtés de cette inégalité-là, j'obtiens ici à droite x2 moins x1, et ici x1 moins x1, c'est-à-dire 0. En d'autres termes, j'obtiens 0, inférieur à x2 moins x1. Donc ce x2 moins x1 est un nombre qui est strictement positif, lui aussi. Regardez bien, j'ai ici le quotient de deux nombres qui sont tous les deux strictement positifs. Je peux donc dire que cette expression-là, elle est donc strictement positive. Je viens de prouver quoi? Je viens de prouver que 1 sur x1 moins 1 sur x2 est strictement positif. Par quotient de deux nombres strictement positifs. Et donc si je fais passer mon moins 1 sur x2 de l'autre côté, j'obtiens 1 sur x1 strictement supérieur à 1 sur x2, je ne change pas le sens de l'inégalité, bien sûr, parce que je fais une addition. Et je constate que, ici, à gauche de mon inégalité, j'ai bien f de x1, c'est-à-dire ce que j'avais écrit ici, qui
c'était mon objectif. Et à droite, j'ai bien f de x2. Alors ça veut dire que j'ai réussi à obtenir ce que je voulais. C'est-à-dire qu'en partant de x1 inférieur à x2, avec un symbole d'inégalité dans ce sens-là, j'ai obtenu à la fin la même chose, mais avec un symbole qui est dans l'autre sens. Qu'est-ce que ça signifie pour la fonction f? Qu'elle est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, parce que l'ordre a été changé. Ça veut dire que cette flèche-là, qui était une conjecture, f semblait strictement décroissante sur 0 plus l'infini, maintenant j'en suis sûr. Sûr et certain, j'ai le droit d'écrire cette flèche. Il me reste à faire le même travail sur l'intervalle moins l'infini 0, ça va fortement ressembler à tout ce qu'on a fait. On va quand même tout effacer et le refaire. Donc on va travailler cette fois sur moins l'infini 0, c'est-à-dire qu'on va aller voir ce qui se passe du côté gauche de la courbe. Donc sur moins l'infini 0, qu'est-ce qui se passe? Il faut que je prenne deux nombres réels x1 et x2 qui sont rangés aussi dans le même ordre, c'est-à-dire x1 étant plus petit que x2, lui-même étant strictement négatif parce que je suis sur moins l'infini 0, donc il faut que je prenne deux nombres réels qui sont tous les deux strictement négatifs et rangés dans cet ordre-là. Et je vais faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais calculer la différence 1 sur x1 moins 1 sur x2. Alors, tout à l'heure, je l'ai déjà calculé, j'ai déjà fait le travail de mise sous le même dénominateur. J'ai obtenu x2 moins x1 sur x1 x2, donc je peux le réécrire, je n'ai pas besoin de refaire ce travail, de refaire les étapes. Par contre, là, je vais voir ce qui change par rapport à mon étude de signe. Ici, au dénominateur, x1 sur x2, x1 fois x2, pardon, c'est le produit de deux nombres qui sont communs. x1 et x2 sont tous les deux négatifs, strictement. Donc, leur produit est strictement positif. Moins fois moins, ça fait plus. Et puis en haut, j'ai x2 moins x1, et je vois qu'ici, x2 est plus grand que x1. Alors oui, certes, ils sont tous les deux négatifs, mais x2 est plus grand. Donc en fait, quand je retranche x1 à x2, j'obtiens la différence des deux, x2 moins x1, qui est positive. Ceci est positif. Donc le quotient des deux va donc être positif. Qu'est-ce que je viens de prouver? Que 1 sur x1 moins 1 sur x2 est positif, ce qui signifie que 1 sur x1 est strictement supérieur à 1 sur x2, ce qui signifie que f de x1 est strictement supérieur à f de x2. Je suis parti de x1, x2 rangés dans cet ordre-là, avec un strictement inférieur, et j'obtiens à la fin un f de x1 qui devient strictement plus grand que f de x2, donc l'ordre a changé. Qu'est-ce que ça signifie? Que f est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0, et donc je peux affirmer que cette flèche-là, elle est prouvée, elle est démontrée, la stricte décroissance de la fonction inverse sur l'intervalle moins l'infini 0. Alors, pour récapituler, on efface les démonstrations et on garde ce qui va maintenant nous intéresser, c'est-à-dire juste le tableau de variation de cette fonction. Cette fonction, elle est donc coupée en deux, en 0, parce qu'elle n'existe pas en 0. Sur la partie de gauche, c'est-à-dire sur moins l'infini 0, elle est strictement décroissante. Sur la partie de droite, c'est-à-dire sur 0 plus l'infini, elle est aussi strictement décroissante. Voilà le tableau de variation. Est-ce qu'on pourrait en déduire que la fonction elle est strictement décroissante sur l'intervalle R privé de 0? Eh bien non, attention, danger. On est obligé de faire finalement deux phrases différentes pour chacun des intervalles. Alors pourquoi on ne pourrait pas dire que la fonction est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini sauf 0? Eh bien parce que regardez bien, en fait, si je prends ici un x1 qui est là, voilà, un x1, on peut prendre ici x1, et puis un x2 qui est là, voilà. J'ai bien x1 qui est strictement plus petit que x2, et pourtant, est-ce que j'ai f de x1 qui est plus grand que f de x2, d'après ce que je vois ici? Je pourrais faire des calculs aussi. Certainement pas. F de x1, c'est l'ordonnée de ce point. F de x2, c'est l'ordonnée de ce point-là. Vous voyez bien que ici, c'est f de x2 qui est plus grand. Donc, j'ai certainement pas ici un strictement supérieur, mais j'ai ici, avec mon choix de x1 et x2, j'ai un strictement inférieur. Donc, je ne peux pas finalement constater le changement d'ordre que j'ai constaté tout à l'heure quand j'ai démontré la stricte décroissance. Là, il n'y a pas de stricte décroissance de cette fonction si je prends un x1 et un x2 qui sont de part et d'autre du 0, puisque l'ordre n'a pas changé. Donc je ne vais pas pouvoir en déduire la stricte décroissance de la fonction sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini, sauf 0. Donc c'est pour ça qu'il faut bien couper en deux notre intervalle en 0. Il ne faut surtout pas
mettre de flèche qui descend et puis qui continue à redescendre, même si on met une double barre. Non, non, ça repart bien d'en haut, donc on met bien la flèche ici, on coupe en deux l'intervalle, et voilà notre belle fonction inverse, dont la courbe s'appelle une hyperbole, ça c'est pour plus tard. Vous verrez aussi que les axes portent des noms particuliers par rapport à cette courbe, et puis vous verrez que c'est une fonction impaire, donc elle est symétrique par rapport à l'origine du repère. Voilà pour la fonction inverse, à bientôt.